Ok. Et voilà. Donc, la première question, quelle est ta première image qui t'a le plus marqué? Bah, ma première image qui m'a le plus marqué, je pense, très honnêtement, j'y ai beaucoup réfléchi, vu que je sais que c'est une question que tu poses à tous les invités. Et en vrai, en y réfléchissant, c'est un peu bête, mais je pense que c'est des images de publicité. Avant tout, autour d'un jeu vidéo devenu film, qui était Final Fantasy VII. Et le film, il y a un film qui est sorti, qui est la suite du jeu, que j'ai vu sans avoir fait le jeu avant, vers 2006. Il y avait beaucoup d'images de présentation des personnages, beaucoup d'images de publicité, notamment au vidéoclub où j'y allais avec mon père. Donc 2006, j'avais 8-9 ans. Et il y avait un peu ces images placardées partout, et du coup cette image extrêmement stylisée, extrêmement quelque chose que je voyais pas habituellement. Enfin, l'anime japonaise, je connaissais Dragon Ball, mais ça s'arrêtait un petit peu là. Mhm. Qui du coup en fait nous présentait quelque chose dont je n'avais aucune idée, un espèce d'univers totalement différent que je connaissais pas, des personnages super stylés. Quand tu as 8 ans, tu es très impressionné par ça. Et je pense qu'en y réfléchissant un peu, je sais que c'est pas le premier film que j'ai vu, et je sais que par exemple qu'on m'a déjà raconté que j'avais pleuré à la fin de Totoro quand je l'ai vu à 3 ans, etc. Est-ce que je voulais voir la suite? Donc je sais que c'est pas ma première relation forte à une image, mais c'est la première vraiment dont je me rappelle. Ou alors, pareil, c'est encore une fois des publicités. Mais pareil, vers 6-7 ans aussi, enfin 6-7-8 ans, des publicités de films d'horreur dans le métro. Vraiment un gros impact visuel qui me terrifiait totalement. Je me rappelle très bien d'une publicité pour le film La Maison de Cire, le remake, Mhm. avec une femme qui coulait comme ça sur le côté, Mhm. et qui était placardée dans ma station de métro. Et vraiment, dès que je suis sorti du métro, je m'empêchais de la voir par peur d'en faire des cauchemars, ou par une vraie peur du coup de cette image-là. Donc, quelque chose du coup de forte impression par rapport à des images statiques, surtout dans mon enfance. Assez peu de souvenirs par rapport à des images de films. Ça, il a fallu attendre vraiment que mon père me mette là-dedans vers mes 10, vers mes 12 ans, 13 ans. Mais sinon, voilà, donc vraiment, mon enfance, j'ai beaucoup de souvenirs d'images, voilà, d'images fixes très fortes, très stylisées, avec beaucoup d'effets, ouais, voilà. Quand tu me dis que cette affiche publicitaire que tu vois dans le métro qui t'impressionne, Mhm. qui te perturbe, avec le recul, tu es dans le métro, c'est le réel, c'est ta vie, et Mhm. puis il y a quelque chose de très fictif qui vient te perturber. Oui. Est-ce il y a un lien avec cela, le fait de voir ton réel complètement bousculé par quelque chose de l'ordre de la fiction? Ah oui, oui, c'est très possible, effectivement. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'intégration du réel. Je pense, ouais, l'intégration de quelque chose du coup d'horrifique, ou du moins de très fort émotionnellement au réel. Bah, d'ailleurs, encore une fois, je pense effectivement que j'ai toujours un rapport à ça, à l'introduction du coup dans la zone, on va dire, de sécurité, de Mhm. quelque chose qui en est étranger, du coup, un peu de Pardon. l'altérité du coup des images dans l'univers personnel. Bah, par exemple, encore un autre exemple d'image comme ça qui m'a longtemps terrifié. C'est mon père qui m'avait ramené du festival d'Annecy. Une affiche avec une vache qu'on pourrait retrouver, que j'avais retrouvé d'ailleurs de 2002 ou 2003, qui m'avait terrifié, que j'ai mis dans ma chambre, mais qui m'avait vraiment, que j'en avais presque une puissance négative en sortir dès que je la regardais. Quelque chose de vraiment horrifique. Et je pense, pourtant, mais c'est juste une animation en pâte à modeler, pas très jolie, affiche, il n'y a rien de terrifiant. Mais ouais, je pense que vraiment j'ai ce rapport-là. Bah, même dans beaucoup de films que j'aime bien, par exemple, dans beaucoup de films d'horreur que j'aime beaucoup, une des choses qui me fait le plus peur, c'est les films de Home Invasion. C'est les films d'une maison, Oui. une famille tranquille qui est chez elle, et les mecs arrivent et les tuent un par un. Bah, genre, chacun exemple mauvais qui me vient en tête, c'est Your Next, que j'aime pas trop, mais ce genre Mhm. de film, par exemple, c'est un concept qui me terrifie absolument, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose, oui, un rapport à ça, du coup, à l'invasion du contrôlé par le non Quel contrôlé. est pardon parce qu'il y a eu un petit bug de ma part, j'en suis Hmm. désolé. Tu évoques par trois fois la figure paternelle Ouais, que tu associes au cinéma. C'est lui ton premier passeur? ouais, ouais, parce que mon père est réalisateur de cinéma. Il a fait un film en 2009 qui s'appelle La Loi de Murphy, avec Pierre Marmaille, Omar Sy, Ah d'accord, ok, qui d'accord. était sorti en salle, ouais. Et mon père, bah, c'est un fan de Kubrick, un fan de Guy Ritchie, un fan d'Almodovar, qui m'a beaucoup montré de choses très jeune, vers mes 10, enfin, pas très jeune, il n'a pas attendu que je sois capable de les voir, mais
dès mes 10-11 ans, c'est lui qui m'a montré, du coup, j'ai vu Barry Lyndon, j'ai vu très jeune, j'ai vu 2001 assez jeune. Le jour de mes 12 ans, il m'a laissé voir Shining, et le jour de mes 14 ans, il m'a laissé voir Orange Mécanique. Donc avant que je m'en sépare un petit peu, j'ai vraiment eu ce rapport-là. Du coup, beaucoup à Kubrick, parce que c'est son cinéaste préféré, qui est beaucoup revenu par rapport à lui, et et donc oui, donc vraiment une volonté de me montrer des films, de me montrer des bons films qui a fait très longtemps, hein, jusqu'à mes 17-16 ans. On voyait des films ensemble, même avec ma mère. Enfin, en fait, mes deux parents sont au moins dans la télé. Ma mère est documentaliste, mon père est réalisateur. Et du coup, j'ai vraiment eu ce rapport-là. J'ai des souvenirs très forts de séances avec eux. Autant mon père qui me montrait, du coup, comme je disais, des films de Kubrick ou des films de zombies. Par exemple, il aime beaucoup les films de zombies de Romero ou même des trucs ou Rec, par exemple, qu'il aime beaucoup aussi. On a vu les Rec 1 et 2 ensemble et le 3 au cinéma. Et ma mère, qui à l'inverse me montrait des films de Truffaut, de Godard. J'ai vu À bout de souffle avec elle très jeune, j'ai vu Pierrot le Fou avec elle assez jeune, j'ai vu Jules et Jim avec elle. Enfin, voilà. Donc oui, mes pasteurs, c'était mes parents avant tout. Et mon père qui a vraiment créé du coup l'étincelle avec Kubrick quand j'étais âgé de 11-12 ans. Et à partir de quand exactement tu as commencé à vouloir être ce cinéphile? Enfin, à partir de combien de temps tu commences à devenir ce cinéphile? Parce que tu es cinéphile, avec cette capacité de parler de ce que tu vois Ouais. après la projection. C'est à partir de quel âge? Et surtout avec qui d'abord? Je pense, imaginer avec tes parents, mais peut-être que... Il y a un événement que j'aurais pu prendre comme première image, mais c'est pas le cas, vu que c'était plus vers mes 11 ans. Il y a un événement une grosse coupure dans ma cinéphilie, qui est, dans mon début de cinéphilie, qui est en fait, j'étais avec des amis, des amis de mon âge, donc de 11 ans, 12 ans, chez un de mes oncles qui avait une grande DVD tech, et puis on regardait des films d'horreur, on a vu The Descent, des films d'horreur, voilà, Hmm. trucs de pré-ado. Et puis à un moment, je tombe sur ce film qui est dans un boîtier brillant qui s'appelle Lost Highway de David Lynch. Ah oui, Et je voulais vraiment, vraiment le voir parce que la pochette m'intriguait beaucoup. La pochette oui. m'intriguait énormément. Et j'étais, dès qu'on parlait, on regarde quoi, moi je passais ça, genre, non, on regarde Lost Highway. Puis le dernier jour, au final, il craque et on regarde Lost Highway. Et j'ai ce souvenir un peu de tomber devant quelque chose qu'on ne comprend pas, évidemment, vu que j'avais 11 ans et demi, qu'il y a quelque chose que j'ai jamais vu avant et que pour la première fois, du coup, qu'un cinéaste me laissait en fait combler moi-même les trous de quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, me laisser en fait en tant que spectateur interagir avec lui, interagir avec son film, interagir avec la vision, avec sa vision à lui et ce que moi j'en fais avec mes propres yeux. Et du coup, je me rappelle très bien de cette soirée où au final aucun de mes amis n'a tenu tout le film. Je suis le seul qui suis resté devant l'écran jusqu'au bout et où j'ai passé la soirée sur des sites de fans de Lynch à chercher ce que ça voulait dire, à chercher la signification des scènes. Et c'est vraiment là que j'ai vraiment eu cette envie d'avoir un rôle actif, du moins dans mon rapport au cinéma. Un rôle, ouais, c'est ça, un rôle vraiment d'acteur aussi, de voir moi-même compléter ce que j'aimais. Et c'est là en fait, que j'ai commencé à être curieux. Ça a commencé avec Lynch, chercher un peu du coup tout ce qui était autour de lui. Là aussi que j'ai commencé un peu à... Ouais, donc je pense que c'est vraiment cet moment-là dans ma vie qui a créé ma première rupture. Après, avec qui, honnêtement, le avec qui, c'est plus des gens que j'ai un peu forcé à rentrer là-dedans, plutôt que des gens que j'ai rejoints. C'est des amis à moi avec qui j'ai vu Lost Highway sur ça, des amis à moi avec qui j'ai montré Orange Mécanique dès que j'ai vu le film, donc j'ai montré un peu plus tard Old Boy. Enfin, en fait, j'ai un peu, en fait, j'ai un peu du coup ce rôle-là, comme j'avais pas beaucoup de gens avec qui en parler autour, parce que pour le coup, David Lynch, mes parents aimaient bien, mais un peu plus tard, quand ma cinéphilie s'est un peu précisée, là, j'étais totalement seul. Là-dedans, en fait, du coup, j'ai volonté de moi d'agir comme passeur avec ces gens-là et de leur montrer des films qui pourraient leur plaire, qui pourraient me plaire, pour pouvoir justement en parler avec eux. Et quand est-ce que surgit l'autre aspect de la cinéphilie, c'est-à-dire l'écriture? Je sais que tu es quelqu'un qui écrit beaucoup. Et à partir de quel moment, après avoir vu le film et après en avoir peut-être en parlé, quand est-ce qu'arrive le moment où tu dis peut-être ça serait intéressant de poser sur papier? Alors c'est venu assez tard. C'est venu assez tard. En fait, à la base, j'écrivais sur de la musique. J'écrivais, j'écoutais beaucoup de groupes de rock un peu vieux. J'écoutais très fan de Pink Floyd quand j'étais adolescent. Et en fait, j'ai commencé du coup à faire de l'écriture par rapport à de la musique. Du coup, j'avais des blogs de musique que j'aimais bien, dont je parlais. Quand j'ai entre 2012 et 2011. Mon premier article que j'ai jamais écrit, c'est une chronique plus qu'une review de The Wall, où je parlais du coup de mes sentiments au fur et à mesure de The Wall. Bon, un article défricheur, donc Tu, personne n'a tu, tu, jamais. tu tapes quand même assez haut, hein, je veux dire.
Godard dans un côté, Lynch, l'album des Pink Floyd, c'est Bah, tu vas justement, à l'essentiel en fait, hein. Tu vas à c'est peut-être un, l'essentiel, j'imagine. c'est peut-être un souci justement. On en parlera un peu après, mais c'est ce qui fait que maintenant, bah, je me retrouve un peu coincé peut-être parfois. Euh, et, euh, et du coup, bah, j'écris sur de la musique beaucoup. J'ai des blogs de musique pendant 1 ou 2 ans. Et puis à un moment, en fait, je me rends compte que je tourne un peu en rond parce que là, que j'arrive plus à trouver d'idées sur comment écrire de la musique différemment. Et à cette époque-là, je travaillais en tant que bénévole à l'étrange festival. Donc, c'était Oui, en 2014, je crois, ou 2015, je sais plus. Et puis à un moment, avant de fermer un blog à moi, j'écris sur Vidéodrome de Cronenberg, qui est un film que j'aime beaucoup. Et j'écris une petite archive Vidéodrome et que j'envoie à Frédéric Ton, du coup, avec qui je parlais un peu, qu'est-ce que tu en penses, etc. Il me dit c'est pas mal. Et ok, très bien. Et voilà, donc c'est venu là. Et après, j'ai un peu continué à écrire du coup sur le cinéma de mon côté. Je donnais un petit carnet où je voyais tous les films et je notais des petits mots pour faire films que je voyais. Et, pardon. et avant d'entrer, du coup, en fait, avant d'essayer comme ça, puis à un moment, je fais tiens, je vais écrire sur des blogs d'autres personnes. J'ai envie d'écrire un peu sur le cinéma. C'est venu du coup de la musique et j'ai écrit sur le blog du cinéma. Un site, je sais pas Oui. s'il existe encore. Je pense qu'il existe encore. Pareil, entre 2014 et 2015, j'ai écrit quelques articles dessus. Et c'est comme ça que je suis entré du coup dans la critique avant d'entrer à Istasia un peu plus tard. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler, mais ça je l'ai dit dans Hum, l'introduction, que on se connaît, il faut pas trop mentir, on se connaît assez bien, vu que je crois que la première ou deuxième fois où l'on s'est vu à une réunion podcast de chez Istasia, C'était la on s'est première fois dit, pour moi. voilà, bon, on s'est engueulé. Donc, d'ailleurs, bien, c'était une conversation assez houleuse, mais Ouais, sur German, cinéphile. tu me rappelles. Voilà, Hum. mais ça restait ça restait cinéphilique et c'est très beau parce que c'est un peu c'est aussi cela. D'ailleurs, nous chez nous on s'appelle querelle, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est vrai que j'ai commencé à te fréquenter lorsque tu travaillais pour Istasia, Hum. à travers à travers tes articles, mais aussi les podcasts. Et puis ensuite, bon, toi et moi on s'est séparés, on a fait chacun nos chemins. Et j'apprends par le biais d'un ami en commun, Kefren, qui d'ailleurs a participé à l'un des lives de Querelle, que tu te lances dans la création d'une. Alors, ça c'est fascinant. Il va falloir que tu m'expliques exactement le terme. Je Oui. trouve ça très beau. Non pas une revue de cinéma en ligne, non pas une revue de cinéma, mais une revue. Attendez que je dise. Une revue image radicale. Attends, je vais te dire exactement les choses. Et oui, c'est une revue d'images, images au pluriel, radicales, mais radicales au singulier. Hum. Alors pourquoi? Bah, en fait, bah ça justement, c'est un peu au centre de ma cinéphilie et de ce dont je veux parler. Et enfin, ça va être coupe-moi parce que ça peut durer un peu longtemps, cette partie-là, si jamais Je je t'en parle prie. beaucoup. En fait, moi, c'est quelque chose que je regrette beaucoup dans la critique du cinéma actuelle, on va dire la critique de ouais, en général. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu une un choix de pas de la mollesse, mais du centrisme. C'est-à-dire qu'on va jamais essayer de déclarer quelque chose de fort ou de prendre une vraie position par rapport à un film ou par rapport à un genre de cinéma ou par rapport à un réalisateur. Et que dès que c'est fait, c'est toujours un petit peu contrasté par autre chose. Ça apparaît, enfin, je vais pas mentir, hein, l'origine de Flickr, l'étincelle qui m'a fait créer ce magazine, cette revue, c'est en fait les cahiers du cinéma et leur rachat, qui m'avait pas mal choqué du coup au début de l'année dernière, et surtout les textes du coup écrits par les rédacteurs avant de partir sur la critique et le rôle de la critique que je trouvais très beau. Il y a des textes que je trouvais très très beaux là-dedans. Et en fait, Les Cahiers du Cinéma, c'est un magazine que j'aimais beaucoup parce que je trouvais que c'était un des rares magazines de cinéma qui en fait, prenait position de manière honnête. Prenait position parce qu'ils aimaient des cinéastes, ils aimaient des films, et non pas soit par posture, même si certains peuvent le reprocher ça. Moi, je pense que ceux qui reprochent la posture aux cahiers d'avant, comparé à ceux de maintenant, qui justement peut-être sont un peu plus dans la posture, sont des gens qui ne les lisaient pas, ou du moins les lisaient pas régulièrement. Et c'était vraiment en fait un magazine qui savait de quoi il parlait, qui prenait posture du coup artistiquement par rapport à Yator, mais aussi par rapport à la politique. C'est un magazine qui était vraiment genre de gauche assez forte, et c'est ça que j'aimais. Le numéro sur les gilets jaunes que j'aime beaucoup, des Cahiers du cinéma, je trouvais ça assez fort. Et en fait, quand c'était racheté du coup par Marco Suzal, qui est un ex de Libération et qui a été rempli par beaucoup du coup de personnes qui écrivent des critiques du cinéma, de qualité plus ou moins variable. Hein. Tu as des très bonnes critiques, tu as des très bons journalistes dans le nouveau cahier. Mais je trouvais en fait, que ça avait vraiment perdu cet axe un peu radical
pour partir un peu, du coup, comme ce que dénonçait justement Stéphane Delorme lorsqu'il a quitté les cahiers du cinéma, un peu une vitrine du cinéma de qualité français, un peu une vitrine du cinéma d'auteur français ou international, plus que vraiment une rédaction qui prend position. Et en fait, ça a été un peu un choc pour moi parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup la radicalité dans le sens que j'aime beaucoup quand quelqu'un va vraiment défendre corps et âme un genre de cinéma ou un style de cinéma ou une volonté, un aspect du cinéma qu'il aime et, et qui va le défendre et qui, en fait, quand on va pouvoir associer, par exemple, un cinéaste à un critique ou un genre de cinéma à un critique. D'ailleurs, c'est ce que un peu je fais dans Flickr, on en parlera sûrement un petit peu après, quand on parlera plus de l'intérieur du magazine. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire, c'est vraiment bête, mais c'est en plus, pour le coup, l'exemple que je donnais, c'est un youtubeur humoristique, donc c'est aucun rapport avec, la critique de cinéma comme je fais. Il y a un youtubeur de jeux vidéo qui s'appelle Donkey, qui fait des vidéos très drôles, qui a 7 millions d'abonnés mais c'est un américain, qui en fait aime bien certains jeux, il aime bien les jeux un peu comme Mario, donc les jeux de plateforme, les jeux simples, et il déteste les jeux à grande histoire, etc. Et ce qu'il dit, voilà, il dit que maintenant vous savez ça de moi, je fais des critiques très négatives sur des grands jeux de rôle à grande histoire, donc si à un moment j'arrive et je fais putain, j'aime vachement ce jeu de rôle, ça veut dire que si même moi je l'aime, il y a quelque chose dont ça va en sortir pour quelqu'un qui n'aime normalement pas ça. Et pour moi, ça c'est aussi un sens de radicalité, c'est pouvoir vraiment prendre position par rapport à un art, par rapport à une vision très particulière de l'art. C'est quelque chose qui je trouve se perd un peu dans la critique du coup papier, comme j'ai dit. Pour moi, les cahiers c'était un peu les derniers à faire ça parce que c'est pas Première qui font ça et c'est pas Studio Finaf qui font ça, et certains le font un petit peu comme Mad Movies, mais je trouve qu'il y a un peu justement enfin, je suis pas entièrement satisfait de la manière dont ils le font. Et sur YouTube, justement, pareil, je trouve que c'est encore pire. Comme YouTube, c'est un. D'ailleurs, j'ai beaucoup pensé du coup à faire du YouTube avant de me lancer dans Flickr. Flickr, c'est aussi un peu la chronique d'un échec de moi qui tente de faire du YouTube pendant 1 an et demi avant. Je précise, j'ai beaucoup essayé, je suis jamais arrivé. Pour ça dire que je suis admiratif de ce que tu fais parce que moi, je pourrais jamais le faire. Et c'est encore pire sur YouTube, je trouve, où vraiment, il y a une sorte de statu quo assez mou. En fait, c'est des gens qui parlent de film, ils parlent pas de cinéma. Ils parlent, j'aime ce film, je n'aime pas ce film, mais ils parlent pas de ce que ce film représente dans le milieu plus long ou plus grand qu'est le cinéma. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Enfin, pour moi, parler de cinéma, c'est aussi parler d'un milieu, c'est parler d'un contexte, c'est parler de réalisateurs, c'est parler de mouvements artistiques, c'est parler des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et plus que j'aime ce film, je n'aime pas ce film. C'est j'aime ce film parce qu'il se met dans une carrière, j'aime ce film parce qu'il se met dans la chronique d'un genre soit mineur, soit majeur du cinéma. Et je pense aussi, voilà, enfin, voilà, c'est pour ça que je me suis un peu perdu parce que il y a beaucoup de raisons qui fait que j'ai voulu faire cette chronique-là. Et du coup, le terme image aussi que j'utilise, image au singulier, non, image au pluriel et radical au singulier. Image au pluriel. En fait, c'est parce qu'aussi il y avait une volonté à la base dans le premier numéro de Flickr qui s'est pas retrouvée dans le second, parce qu'il y avait moins d'actualité en fait, de ne pas parler que de cinéma, mais de parler de médias de l'image. Pour ça que dans le premier numéro d'un article que j'ai fait, que j'aime beaucoup sur un jeu vidéo, qui s'appelle The Leaf Revolution, parce que voilà, enfin moi c'est mes deux milieux de prédilection. Je parle de jeux vidéo et je parle de cinéma, c'est deux choses que je fais. Et par exemple, je sais très bien qu'on peut parler de séries aussi, quelque chose que malgré tout, même si beaucoup de gens veulent mettre dans le même milieu que le cinéma, c'est pas la même chose que le cinéma. Il y a des choses autant stylistiques que scénaristiques qui en diffèrent. Donc c'est important d'en parler comme ça. Donc, et aussi, par exemple, comme Kefren qui a fait un article sur la musique à la fin du premier numéro, sur le rap, il y a quand même aussi une histoire d'image, du rap, une histoire d'image des rappeurs. Et aussi, enfin, j'avais un dernier exemple que je voulais dire, mais que je viens d'oublier. Alors, c'est même où j'ai voulu le dire, du coup, je ne l'ai plus en tête, mais s'il me revient, je le dirai. Eh ben, je profite de cette pause parce que pour revenir sur. Tu as dit beaucoup de choses très très intéressantes, tu as dit beaucoup de choses, et on va essayer de revenir sur ces choses-là parce que. Oui. Parce que voilà, parce que ce sont des morceaux qui de temps en temps se rejoignent pour contredire François Truffaut dans Les Deux Anglaises de le continent. Oui, voilà, tu sauras ce que je veux dire. C'est une private joke entre cinéphiles. Parfois, c'est bien de faire des private jokes aussi de temps en temps. Et alors, cette histoire, cette grande tradition de la critique, bien évidemment, elle a existé. Et c'est vrai que pendant de très très longues périodes,
Et j'aimerais avoir peut-être ton avis là-dessus, à savoir pourquoi à un moment ou à un autre, on refusait, c'est pas qu'on ne, enfin, c'est pas qu'on Mm. n'y arrivait pas, c'est qu'on voulait pas, on refusait, c'était délibéré, d'être déjà un groupe, d'être dans un groupe et de se dire, bon, bah, on va prendre quelques cinéastes et on va les défendre. Et on va les Mm. défendre jusqu'au bout. La politique des auteurs. Réellement, c'est ça. C'est réellement ça, la politique des auteurs. Et non pas les films d'auteurs qui, pour moi, ne veut rien dire. Mais la Mhm. politique des auteurs, c'était, bon, on va... Alors que quand on voit ces gens-là qui étaient absolument pour Hitchcock ou Hawks ou, et quelques autres, Rossellini, tout ça, tu avais leur patron, Bazin, qui, eux, leur disait, oui, mais c'est quand même très dangereux ce que vous faites. Mais il y avait quand même cette espèce d'unité comme ça au sein d'une même rédaction qui sont qui a du cinéma, on peut pas mentir. Et puis, il y a eu encore d'autres exemples comme ça, un petit peu à droite à gauche, de temps en temps chez Positif, Libération condamné a pris les rênes. Mais c'est vrai que dans les années 90, quand des jeunes qui avaient 20 ans et qui essayaient de faire des fanzines ou d'autres choses avec Internet, il n'y avait forcément pas cette envie de faire comme leurs aînés ou leurs grands-parents, à savoir se souder et dire maintenant nous avons une fameuse politique éditoriale et on va aller jusqu'au bout. Il y avait plutôt, on va parler des films, c'est plus la politique des films que la politique des auteurs. Et toi, quand tu me parles un peu de ton envie de... Je revois cela et c'est vrai que... Comment tu peux expliquer que cette volonté de ne plus se mouiller complètement, elle a du mal... Enfin, elle s'est plus ou moins tarie. Comment tu peux l'expliquer, ça? Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons de ça. Effectivement, alors, je réfléchis un petit peu pour un peu ordonner mes idées, pas faire une liste Je logorée t'en de 10 prie. minutes comme je viens de faire. En fait, je pense que la première raison, c'est effectivement, il y avait une volonté de ne pas faire comme avant, de ne pas me donner quelques auteurs en grands patrons à respecter, mais qui Mhm, d'ailleurs, je pense, est au final assez mal faite, parce que maintenant, quand on va voir dans les facs de cinéma, par exemple, j'ai un exemple très très précis d'une scène dans une salle de cinéma en cours d'analyse, où je sais plus quel cours exactement, mais on montrait une image de Pierrot le Fou de Godard, une scène de Pierrot le Fou, mhm, où on entendait du coup les techniciens marcher en fond de la scène. Et il y a un mec dans ma classe qui a fait genre c'est n'importe quoi, on entend le bruit, etc. Et qui à l'inverse, par contre, c'est quelqu'un qui traite, je me rappelle, je le connaissais, hein, qui est très très fan de réalisateurs comme Ridley Scott, James Cameron, Michael Mann. Donc je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu une division, mais tu as eu une arrêt politique d'auteur, mais un changement par rapport à ça, et par rapport à ce qui est un peu vu comme film d'auteur. C'est-à-dire en fait, que comme on a voulu se séparer du coup des réals considérés comme auteurs par les facs et par les personnes et par les magazines, quand on dit auteur, c'est le cinéma dramatique classique, on va dire, bah, c'est des mecs comme Godard, Truffaut, Bergman, enfin ce qu'on voit à la fac en fait, moi c'est ce que j'ai vraiment vécu. Du coup, tu as une volonté de passer à autre chose, de faire autre chose de ça, et ce qui a du coup mené à d'autres cinéastes qui sont aussi bien révérés et défendus corps et âme par ces personnes-là. Je pense pas oui. qu'il y ait je pense pas qu'il y ait une forme de politique des auteurs, mais va parler de Tarantino ou de Guillermo del Toro à quelqu'un à Paris 3 en deuxième année, il le défendra avec autant d'ardeur qu'on pouvait défendre Douglas Sirk qui est Oui, bien ou, sûr, bien sûr, bien sûr. et je Mais pense est-ce aussi du coup. mais est-ce qu'il se trompe? Est-ce qu'il se trompe? Par exemple, si moi j'arrive à Paris 3 comme moi j'étais à Paris 10 il y a plus de 23 ans, et quand on disait, sans pour autant apprécier, hein, Luc Besson est un auteur, Non, non, moi c'était à deux doigts de la correctionnelle, je veux dire. Mais alors que Luc Besson, je trouve que c'est un auteur. oui, je suis d'accord. Je n'apprécie pas du tout sa manière de voir le monde à travers son cinéma, mais c'est un auteur. Vu que Oui, je tu suis prends d'accord. n'importe quel film de Besson, n'importe quel plan de Besson, tu sais que c'est du Besson. C'est ça un auteur, c'est le style. Donc, Mais je pense justement en fait que ce qui a créé du coup cette espèce de mollesse un petit peu, c'est que je pense, hein, mais c'est peut-être un peu réac de ma part de dire ça, mais il y a aussi une baisse générale de curiosité ou d'accepter d'aller en dehors de la zone de confort de ce qu'on connaît dans le cinéma. Et que du coup en fait ces personnes-là qui sont nourries depuis leur enfance à Ridley Scott et James Cameron ont beaucoup de mal à voir un cinéma. J'aime beaucoup Scott et Cameron, hein, c'est pas comme exemple parce que c'est un exemple pareil, qui m'a marqué, mais pareil, sont, hein. euh, sont des gens qui n'ont vu que ça et qui n'ont pas l'habitude de voir autre chose. Du coup, en plus, c'est un peu le style de cinéma qui maintenant est un peu donné en pâture, enfin un peu répété encore et encore dans le cinéma américain actuel. Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, comme
ils ont juste l'habitude de voir ça depuis leur enfance, qui n'ont jamais forcément cherché ou eu l'occasion de voir autre chose que ça. Bah, en fait, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise là-dedans, ils sont à l'aise dans cette. Faut que je répète ou pas, vu que ça a coupé? Non. Oui, parce que comme je ne t'ai pas entendu malheureusement, je sais que, en tout cas, je sais que pendant l'enregistrement, les spectateurs te verront. Donc, tu vas te répéter en fait pour les spectateurs et j'en suis vraiment désolé. Il y a des petits soucis techniques, hein, désolé. Bah, ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est que du coup, comme c'est des gens qui n'ont. Des gens. C'est une près des gens, ça. Comme c'est des spectateurs qui n'ont pas l'habitude de voir autre chose que ce cinéma-là, en fait, ils sont confortés là-dedans et ils ont beaucoup de mal à parler d'un autre cinéma ou à comprendre un autre cinéma ou à être curieux d'un autre cinéma. Et comme c'est le cinéma qu'on va forcément beaucoup voir, bah, en fait, ils ont rien à défendre parce que tous les films, pour eux, ou pour ce type de spectateurs-là, sont des films qui sont basés sur les mêmes formes, les mêmes origines, le même héritage, qui fait que du coup défendre des cinéastes certes différents mais qui viennent de la même chose, c'est moins prenant ou peut-être moins intéressant ou moins passionnant que défendre des cinéastes très différents venant de milieux très différents et de types de cinéma très différents. Et de plus, je pense aussi que comme ça crée une espèce d'entre-soi, c'est devenu plus compliqué pour ces spectateurs-là d'entendre un avis divergent au leur. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sans faire. Alors, les réseaux sociaux, c'est mal, mais par exemple, c'est quelque chose que j'ai beaucoup constaté sur Twitter que j'ai quitté récemment, par exemple, qui est que parfois, si on va dire quelque chose de négatif sur un film que les gens vont beaucoup aimer, avoir des réactions très épidermiques, très colériques, se faire bloquer, que j'ai Ah pu oui. voir même avec des amis, moi, en parlant de choses très bêtes. Mais ouais, donc je pense qu'il y a aussi une sensibilité qui a été montée par rapport au débat et un petit peu quelque chose de compliqué de pouvoir vraiment débattre de manière agressive mais quand même cordiale, comme qu'on a parlé à Istasia, Oui, bien sûr. une querelle houleuse sans prendre ça personnellement. Mhm. Quelque chose que même parfois ça m'arrive. Hein. J'ai déjà eu des moments où Kefren il va dire du mal d'un article que j'ai imaginé et je le prends ça personnellement, ça peut arriver aussi, mais je trouve qu'il y a du coup une réflexion aussi à avoir par rapport à ça, par rapport à quel point est-ce qu'on va laisser quand même ces auteurs nous définir, à quel point est-ce qu'on va prendre une critique de ces auteurs-là être violente pour nous, psychologiquement. Donc, je pense, ouais, je pense que c'est ça qui a eu du coup une espèce de intégration d'un cinéma américain des années 80, 80, 90 qui du coup a créé cette espèce de cercle dans lequel c'est très compliqué d'avoir de débat parce que c'est un cercle qui n'a pas forcément la curiosité d'aller voir autre chose que ce genre de cinéma. Et à la fois, c'est un cercle qui est très compliqué de critiquer parce que n'ont pas forcément cette envie ou ces capacités d'accepter la critique ou d'accepter le débat. Deux choses. Et... Oui, pardon. Excuse-moi. Non, Tu non, disais. non, vas-y. Deux choses avant qu'on revienne à Mm. Flickr. Ce que tu viens de dire là, alors, premièrement, ça va être perçu certainement comme quelque chose de très prétentieux de ma part, mais celles et ceux qui ont cette curiosité d'aller voir un Mhm. petit peu dans le monde ce qui se passe en termes de cinéma, est-ce que ces gens-là, quand ils reviennent chez Ridley Scott ou chez James Cameron ou chez Steven Spielberg ou chez Quentin Mhm. Tarantino, est-ce que je cite délibérément des auteurs américains et Mhm. anglais, parce que Ridley Scott est anglais, est-ce que ces gens-là euh, sauront mieux questionner leur cinéma que celles et ceux qui sont uniquement concentrés autour des cinéastes que je viens de nommer, selon Je, toi? je- Ça, c'est la première question. Et je rebond. Et la deuxième question, tout ce que tu viens de dire sur ces cinéphiles-là, est-ce que c'est pas en quelque sorte une définition, et attention, je vais lâcher le mot, du YouTube game en majorité? Justement, je dois me rappeler de ce que je voulais dire tout à l'heure. mais, Ah, mais du coup, je vais d'abord répondre à la première question. Oui, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que de toute manière, plus on va voir de cinéma différent, et plus on va voir de cinéma qui propose des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, mieux on va être armé pour comprendre le cinéma qu'on aime, mieux on va être armé pour comprendre pourquoi est-ce qu'on aime le cinéma qu'on aime. Je dis pas, voilà, loin de moi de dire qu'en découvrant des cinéastes laotiens, on aimera moins Ridley Scott, non, mais peut-être qu'on pourra comprendre pourquoi est-ce qu'on aime autant Ridley Scott et pourquoi est-ce qu'on n'aime pas le cinéma laotien. Loin de moi de dire toute puissance
à des Oui. réalisateurs, voilà. Et l'autre question, oui, parce qu'en fait, je pense justement que dans ce manque de questionnement qui est lié à cette uniformisation du cinéma vu, en fait, voilà, tout peut un peu se réunir là-dedans, je pense, qui en fait, qui est d'ailleurs, je parle de ça, mais je parle aussi, par exemple, de quelqu'un qui ne va consommer que des films coréens, et il y a le même problème, hein. J'ai lu l'américain parce que c'est ce qui est le plus répandu, mais je pense aussi, en fait, qu'il y a un départ de la cinéphilie vers ce que les gens appellent la cinéphagie. Et en fait, qu'on va plus forcément réfléchir sur des films parce qu'on regarde des films qui n'ont plus forcément nous pousser à réfléchir sur ce qu'ils proposent. Pour ça aussi d'ailleurs que beaucoup de critiques actuelles se basent sur le scénario et non pas sur la mise en scène, parce que c'est un peu la seule chose qui peut encore changer ou surprendre. Pour ça aussi l'importance des spoilers maintenant dans la culture populaire. J'ai l'impression qu'on dit un spoiler, c'est un des grands problèmes, ça, les spoilers. On pourra peut-être y revenir après. Alors qu'on s'en fout. On Alors s'en qu'on s'en fout. fout. Alors que si un film est réussi, si on connaît la fin, bah, ça fera le même effet. Moi, c'est ce que je pense, voilà. Mais du coup, voilà, en fait, comme on voit des films qui nous proposent formellement très peu de nouvelles choses, il y a des films Mhm. américains qui proposent des nouvelles choses, hein. Par exemple, même pour quelqu'un qui ne, enfin, c'est pas un film que j'aime du tout, mais même pour quelqu'un qui n'a vu des films américains, c'est sûr qu'un film comme Le Dernier Jedi, il a quand même proposé formellement, purement des choses un peu différentes, qui sont pas forcément différentes quand on voit autre chose, mais qui vont, voilà. Mais comme on ne voit que des films qui vont du coup, nous, un peu caresser dans le sens du poil d'un point de vue artistique, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue stylistique, on va forcément juste manger des films sans vraiment y réfléchir, ou alors parler de choses un peu plus secondaires, je pense, comme le scénario, alors que je suis scénariste, hein, et je pense que c'est secondaire, ou le jeu d'acteur, ou alors les problèmes autour du tournage, enfin, voilà. Et je pense, oui, voilà, que c'est un petit peu le problème. Et je pense du coup que le YouTube game, comme tu le dis si bien, bah, en fait, voilà, c'est un peu empêtré dans cette non-curiosité par rapport au cinéma, qui n'est pas forcément le cinéma, on va dire, mainstream, le cinéma. Je préfère le terme cinéma de la hype, parce que bah, ça, c'est un autre. Moi, c'est un autre truc justement qui, je pense, aussi un peu uniforme, c'est que maintenant, on est plus dans la hype que dans la curiosité. Donc, plus voir le dernier film que tiens, j'ai vu ça, j'ai pensé à ça, j'aimerais bien voir ça. T'as plus un contrôle un petit Mais, peu. mais Elias, je t'interromps et j'espère que tu réussiras à reprendre le fil de ton. Mais Oui. je t'interromps parce que tu sais bien qu'aujourd'hui, sur YouTube, il y a aussi des vidéos qui sont consacrées comment dire, j'ai pas les mots. Si, à l'avis qu'on pourrait avoir sur une bande-annonce. Ouais. Après ça, à la limite, je trouve ça. Enfin, en fait, il y a, pour moi, sur YouTube, surtout sur YouTube, parce que dès qu'on écrit un texte sur papier ou, enfin, il y a forcément une valeur qui est donnée, je trouve, mais sur YouTube, du moins, il y a deux types de contenu, je pense. Il y a le contenu vraiment de flux, comme ça, on sort des avis, on se filme devant la caméra, les vraiment enfants, et on est là, oh, j'aime bien ça, Mhm, ça j'aime pas. Oh, il y a cet mhm, acteur-là, c'est bien. Je trouve ça très inoffensif. C'est juste, surtout YouTube, où la quasiment entièreté, c'est du contenu YouTube, c'est de créer la connexion avec les personnes. Ça peut, comme, bah, tu peux avoir ce rapport-là un petit peu d'amis ou de soirée, ou tiens, t'as vu ça vraiment, etc. C'est pas mal, ça, je trouve ça assez inoffensif. Par contre, ce qui me dérange plus, c'est quand vraiment tu as ces avis critiques, et surtout quand ces avis critiques sont consommés uniquement comme tels. C'est-à-dire quand il n'y a pas de complétion par autre chose sur le côté. Parce que, en fait, ce que beaucoup de gens font sur YouTube, du moins de ce que j'ai vu, hein, je ne suis pas spécialiste du YouTube game cinéma, quelque chose que j'aime pas spécialement. Bah, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques, du coup, comme je disais, dans une éprouvette, quoi. Juste le film là, point, et on va s'arrêter là. Ce qui va pas forcément quelque chose de mauvais, mais ce qui a besoin d'être consommé en supplément d'autres choses. D'autres choses au pluriel, c'est-à-dire d'autres textes, d'autres films, d'autres analyses, d'autres auteurs. Et, euh, et donc oui, je pense effectivement que le YouTube Game est un petit peu dans cette ouais, dans ce consensus un petit peu mou de ne jamais être trop méchant avec un film, ou alors un film où c'est un peu évident d'être méchant, ou de ne jamais être trop gentil sur un film, et enfin trop. Et cette espèce enfin, genre, c'est en fait quelque chose qui est plus de l'ordre de l'affect que de l'ordre de l'analyse. Ce qui n'est pas forcément grave, parce que l'affect c'est aussi une grande partie du cinéma. Mais il y a beaucoup de youtubeurs qui du coup en fait font juste parler de comment un film les a fait se sentir. Ils vont pas mhm. forcément aller questionner le pourquoi de cette image m'a fait sentir. Et s'il y en a, je serais ravi d'en connaître, hein. Si dans les commentaires il y a des gens qui veulent me donner des super youtubeurs qui parlent de comment, pourquoi, qui analysent l'image, etc., je serais ravi d'en connaître parce que c'est quelque chose qui me manque beaucoup aussi à ma culture, hein. Je vais pas dire que je suis un grand Manitou du YouTube game,
Mais que du coup, voilà, j'ai beaucoup ce rapport-là, je trouve, qui est au sentiment, à l'émotion, à l'épidermique et du coup à l'épiderme, donc la surface. Il y a un gros rapport à la surface des films dans le YouTube Game sans forcément aller comprendre pourquoi est-ce que ces films-là font ça. Voilà. Pour revenir maintenant à Flickr, où trouve-t-on Flickr? Alors, Flickr, ça se trouve, bah, ça c'est un des petits problèmes, c'est que bah, malheureusement, pour faire une revue en PDF comme ça, il n'y a pas mille choix. Soit on met toutes les photos en vrac sur Facebook, ce qui m'intéresse pas plus que ça, parce que je vais quand même donner un peu l'impression d'un magazine papier, soit bah, sur Instagram ou Twitter. Du coup, Flickr, ça se trouve sur Yumpu, qui est une plateforme d'import de PDF, qui en fait font un peu l'effet d'un bouquin avec des animations de pages qui s'ouvrent comme ça à chaque page. Et pour accéder à ce lien de manière plus simple, on a des pages Facebook, Twitter et Instagram qui sont Flickr Mag ou Flickr Magazine, ça dépend, parce que des fois Flickr Magazine était pris, des fois Flickr Mag était pris. Et voilà, du coup sur les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube et Instagram. Avec volonté, si jamais le projet s'étoffe un petit peu plus tard, de peut-être faire un site spécialisé où juste on mettrait les numéros et voilà. Combien êtes-vous dans la rédaction? Vous êtes 3. Donc tout est discuté entre vous 3. Tout. En fait, je suis un peu le point central parce que les deux autres chroniqueurs se connaissent pas si bien que ça. Ils se sont vus 3-4 fois, souvent, enfin avec moi à chaque fois, à des soirées cinéma ou des soirées des soirées tout courant. Mais on n'a pas vraiment de comité de rédaction. C'est plus Léo ou Kefren qui vont envoyer un article genre tiens j'écrirai bien là-dessus, et moi je leur dis oui ou non, oui pour plus tard ou voilà. Enfin et parfois du coup. C'est pour ça aussi que c'est assez intéressant d'avoir cette réflexion-là qui est assez disparate, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand Kefren va me sortir un article, ou quand Kefren va faire des articles sur le rap ou sur un réal japonais plutôt obscur malgré tout, je vais dire à Léo, tiens Léo, je vais pas faire un article sur un truc un peu plus abordable, pour fait parce que du coup les cinéphiles sont différents, c'est ça qui est intéressant aussi, on a tous des cinéphiles un peu différentes dans la rédaction, et du coup j'ai trouvé un peu un équilibre à chaque fois, donc il y a aux 3/4 on va dire des articles demandés par les chroniqueurs, ou par moi, du coup, qui trouve mon article, qui tiens, je vais écrire là-dessus, si ça marche dans le sommaire. Et après, 1/4, c'est moi qui demande, du coup, les articles au rédacteur. Comment elle se définit à ce moment-là, la pensée éditoriale? Comment on peut comprendre... Autant des réalisateurs ont des styles, mais des rédactions ont aussi leur propre style. Comment on peut définir... Comment on arrivait à cela par rapport à Flickr? Justement, Flickr, en fait, ça se veut dans la défense de tout ce qu'on appelle radical, de tout ce que j'appelle radical, qui est simplement un cinéaste qui a proposé quelque chose de spécifique à lui-même. Donc, un peu politique les auteurs, du coup, mais dès le moment où un film, ou un cinéaste, surtout un cinéaste, pour l'instant, on a écrit assez peu d'articles sur un film. Je crois que le Sous Notion, c'est le seul qui est vraiment juste sur un film, le reste, c'est vraiment sur des cinéastes. Et encore, le Sous Notion, il y a un second article sur le cinéaste. Et c'est un film introuvable en plus, oui. sauf sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu fais un édito en ce sens où tu dis que il n'y a pas que Netflix et qu'il faut télécharger illégalement. Voilà ce que tu dis en gros. Et pourquoi pas? Je pourrais le faire si tu veux. Et du coup, oui. Non, donc, tu prêches un converti depuis plus de 23 ans. Donc. Et du coup, je ne sais plus ce que je dis. Oui, mais en fait, pour moi, voilà, il suffit juste de défendre en fait la vision d'un cinéaste qui propose pour nous quelque chose de différent dans le cinéma, quelque chose qui va proposer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est c'est défendre les nouvelles idées ou les nouvelles visions du cinéma qui nous fait avoir du coup ces cinéastes différents. Qu'est-ce qu'a apporté De Palma à Léo? Qu'est-ce qu'a apporté Sous Notion à Kefren? Qu'est-ce que m'a apporté Don Hertzfeldt? Et voilà. C'est ça en fait pour moi, c'est défendre du coup des visions du cinéma qui nous apportent quelque chose de différent et dire pourquoi on les trouve différentes, du coup dire pourquoi on les trouve uniques par rapport au reste du milieu. Est-ce que vous avez eu des retours sur Flickr de gens du milieu, comme tu dis, ou d'autres, hein, bien évidemment, autant des lecteurs inconnus que des professionnels de la profession, comme disait Godard? Malheureusement, le problème de ce format, c'est qu'on a assez peu de retours. J'aimerais beaucoup en avoir plus. Les retours qu'on a eus, c'est plus du coup des amis ou des connaissances qui du coup évidemment vont être un peu gentils ou notamment dans le fait que beaucoup de mes connaissances sont pas forcément cinéphiles, donc parfois ils peuvent se trouver un peu impressionnés par des textes comme ceux de moi ou ceux de Kevin. Du coup je répète vu que ça a coupé, parfois ils peuvent se retrouver un petit peu impressionnés par des textes comme le texte de nous trois en fait, qui utilisent des mots compliqués qu'ils connaissent pas mais qui sont pas du tout dans le milieu, donc je sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Après, des niveaux de gens dans la profession,
Bah, à part toi et Victor, et du coup, Victor Lopez, du coup, de Rédacteur en chef Istasia et d'Istasia. d'Elephant Film, et des amis, du coup, bah, soit présents, soit ex-Istasia, on n'a pas eu beaucoup de retours de spécialistes, ou du moins de gens qui connaissent un peu la critique du cinéma, ou qui en lisent. Ou alors pareil, des amis de Kefren, comme Gaël Martin de Cinématra, ou voilà, Et les retours que j'ai. est-ce que c'est un mensuel ou tu voudrais le publier? Comment ça se passe? Alors, idéalement, c'est un mensuel. Après, il peut nous arriver parfois de rater un coche parce que c'est un projet bah, non lucratif, hein, c'est un projet de pur plaisir et de pure volonté de faire découvrir, de faire passeur. Là, par exemple, le numéro de décembre qui devait être bah, à la fois de donner un peu la parole aux exploitants, aux distributeurs, et à la fois du coup faire notre top de l'année, n'a pas pu se faire parce que bah, je suis en plein dans ma fin de semestre, j'ai mon mémoire à Oui, travailler. tu es encore étudiant, Oui. oui. Et du coup, bah, j'ai pas eu le temps du tout de gérer ça. Donc le numéro de décembre se fera en janvier, surtout qu'on s'est fait doubler par les cahiers du cinéma par rapport à donner la parole aux exploitants, vu qu'ils font ça en janvier. Mais, euh, mais du coup, voilà, donc le numéro de décembre sera en janvier, ça nous arrivera pour l'instant. Pour l'instant, c'est un tout début, du coup, on se ferme encore des petites encartades comme ça. Et puis on verra comment ça se passe, avec évidemment une idée de perfection plus tard, ça serait de pouvoir le vendre en papier tous les mois. Mais bon, on n'y est pas encore. Tu trouves à Flickr un certain avenir? J'en sais absolument rien. J'en sais absolument rien. En fait, Flickr, je vois ça comme une vitrine qui me permet de montrer ce que j'écris dans un milieu libre, donc, où j'écris sur ce que je veux écrire, et mes amis écrivent aussi sur ce qu'ils veulent écrire, tout en avec un espoir qu'il puisse marcher ou qu'il puisse peut-être avoir un avenir ou qu'on puisse faire quelque chose de ça. Voilà, on a parlé de beaucoup de projets un peu futurs, mais qu'attendre qu'on ait 3-4 numéros pour vraiment pouvoir montrer juste ce qu'on fait et pas simplement montrer 2 numéros un peu sortis au hasard. Donc dès qu'on a une régularité, on va peut-être essayer de faire monter un peu le projet. On parlait par exemple d'aller le distribuer dans des cinémas indépendants ou choses comme ça. Donc ça, on verra du coup dès qu'on aura plus de bagages. Mais comme j'ai dit, c'est une vitrine libre qui à la fois, en espérant qu'elle marche et qu'on fera du temps qu'elle nous amuse, sauf si jamais qu'elle décolle. Mais pour l'instant, c'est vraiment un projet d'amusement qui s'arrêtera le jour où il s'arrêtera. Je vois pas forcément. Bon, j'en sais rien en vrai, mais j'espère. Voilà. Merci.